Lomé dispose d'une école internationale dénommée Maarif. Elle a été inaugurée cette semaine conjointement par la présidente de l'Assemblée nationale togolaise et la première dame turque. Les premiers responsables de la commune du Golfe 5 vont procéder la semaine prochaine au désengorgement de la voie publique dans leur ressort territorial. Le ton a été donné lundi à travers une sensibilisation. C'était tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonjour. Comme je le disais tantôt dans les titres, la présidente de l'Assemblée nationale, Digbori Tegan, et la première dame turque, Emi Erdogan, ont inauguré ce 19 octobre l'école internationale Maarif. C'était en marge de la visite d'amitié du président turc au Togo. Pour Madame Tegan, cette inauguration est un soutien considérable à tous, une vision du chef de l'État à travers l'agenda Vision 2025. La présidente de l'Assemblée nationale a saisi cette occasion pour appeler les élèves de la dite école à l'abnégation, l'ardeur et la discipline. Les deux dames se sont ensuite rendues au Centre d'art et de culture de Lomé pour faire découvrir à Emin Erdogan l'artisanat togolais dans toute sa diversité. Les voies publiques dans la commune du Golfe 5 seront désengorgées des occupations anarchiques et illégales à compter de la semaine prochaine. Une sensibilisation a été faite lundi dans ce sens. Reportage signé Herman Adade et Samson Kwevi. Au-delà d'une simple sensibilisation, c'est un avertissement, voire un ultimatum à l'endroit des occupants illégaux et d'une manière anarchique des voies publiques dans la commune du Golfe 5. Aussitôt cette opération de sensibilisation faite, la semaine qui suit, nous allons commencer les opérations de dégagement, de désengorgement des voies publiques pour que les trottoirs soient dégagés. Ce qui justifie d'ailleurs la descente sur le terrain ce 18 octobre des membres des CDQ et CVD sur décision du conseil municipal. Les raisons semblent être bien justifiées. Ces emprises des voies occasionnent très souvent des accidents de circulation et nous sommes interpellés pour gérer ces situations qui parfois créent des pertes en vie humaine. La population, elle, en a bien conscience et apprécie le geste. Franchement, c'est du bon travail parce que quand les gens encombrent, même parfois avec leur moto, d'autres qui viennent faire des accidents. Puisqu'on vient de m'informer de cette importance, j'ai compris et je veux faire tout pour ne jamais obstruer la circulation des piétons. À mon avis, c'est une bonne chose. Laisser le passage aux piétons, c'est bon. Donc, il faut continuer comme ça. Aussi, faut-il le rappeler, cette opération se veut une exigence de la Banque mondiale, seule condition pour espérer la continuité du financement d'autres projets de développement. Après pratiquement 11 mois de formation, les étudiants de la 35e et de la 36e promotion de l'Institut de formation et d'appui aux initiatives de développement IFED peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils ont reçu leur certificat de fin de formation ce 16 octobre à Lomé. Cyril Lawson et Samson Kwevi pour les détails de cet élément. Après la pluie, c'est le beau temps. Cet adage s'est très bien illustré à travers l'ambiance qui a régné au sein du centre d'entraînement des jeunes aux initiatives privées ce samedi 16 octobre à Lomé. En effet, 84 jeunes formés à l'Institut de formation et d'appui aux initiatives de développement IFED de la 35e et 36e promotion ont été libérés. Ils ont officiellement reçu leur attestation de fin de formation, preuve qu'ils sont désormais aptes à intégrer le monde professionnel. Déjà, les récipiendaires se réjouissent. Aujourd'hui est un moment de joie parce que après un long moment de formation, aujourd'hui couronne avec succès tout ce que nous avons eu à faire
Et je suis très en joie parce que cela n'a pas été facile, mais avec la grâce de Dieu et la détermination, nous sommes arrivés ici aujourd'hui. Nous sommes heureuses d'avoir reçu nos attestations. On espère pouvoir exploiter ça d'une autre manière dans le futur. Je remercie Dieu parce que grâce à IFED, j'ai appris pas mal de choses et IFED m'a accordé beaucoup d'occasions. Depuis sa création, l'IFED s'est assigné la mission de former des cadres compétents capables de répondre aux exigences du monde professionnel. Nous essayons de répondre aux attentes des entreprises. Donc nos programmes de formation sont conçus en partenariat avec les entreprises pour que nos jeunes que nous formons puissent répondre vraiment à leurs attentes. Ainsi, l'Institut favorise également l'intégration professionnelle de ses récipiendaires. Nous leur avons remis en même temps les bourses de stage pour qu'ils puissent commencer par travailler. Et donc ce que nous venons de faire ce matin, c'est pour que les parents et nos partenaires soient témoins encore de ce que nous faisons. Notons que l'IFED a débuté ses activités en juillet 2003. Jusqu'à ce jour, il a intégré plus de 8000 jeunes dans le monde professionnel. Ces initiatives visent à soutenir les efforts du gouvernement togolais en ce qui concerne le fléau du chômage au sein de la jeunesse. La clinique d'expertise juridique et sociale CEJUS a organisé le 18 octobre dernier un atelier de formation à l'endroit des journalistes. Il était question pour la CEJUS de mener des échanges sur la question de la prévention et l'extrémisme violent au Togo. Liberté Arodo, Luc Akoumani. Ils sont tous des hommes et femmes de médias réunis ce 18 octobre 2021 en atelier de formation initié par la clinique d'expertise juridique et sociale CEJUS avec l'appui de son partenaire l'agence américaine pour le développement international USAID. Cette rencontre se veut un cadre d'échange sur les techniques de lutte contre la désinformation sur la COVID-19 et la prévention de l'extrémisme violent au Togo. Dans une société, lorsque le journaliste devient lui-même un acteur de véhicule de la désinformation, de mésinformation ou de fausses nouvelles, cela devient très dangereux pour nos sociétés. C'est pourquoi nous avions voulu réunir ce matin ici et l'ensemble des journalistes de la ville de Lomé et des environs pour qu'un travail soit fait, que des échanges soient entretenus autour de l'identification de fausses nouvelles, de mes informations, mais aussi comment est-ce que nous pourrions, en tant que journalistes, lutter, chasser les fausses nouvelles à travers le véhicule d'informations vraies. Le dit atelier s'inscrit dans le cadre du projet de prévention de la propagation de la COVID-19 et de l'extrémisme violent à travers la promotion de la cohésion sociale au Togo. Entre autres modules courant cette formation, les techniques pratiques de vérification de l'information. La même rencontre est prévue à l'endroit des journalistes de l'intérieur du pays. Les initiatives pour le développement du secteur agricole se multiplient. C'est la préfecture d'Amou qui accueille cette fois-ci la ferme agricole de la compagnie agropastorale et industrielle du Togo, Capi Togo. Une compagnie qui change le quotidien de la dite communauté. Plus de détails dans ce reportage signé Cyril Lawson, Pierre Nika. La base de tout développement dans ce monde, c'est l'agriculture. Parce que l'agriculture est la première chose. Et ces produits maintenant, pas cette transformation de ces produits maintenant, c'est l'agriculture qui donne maintenant accès à l'industrie. Elle contribue à une hauteur de 40% environ au produit intérieur brut du Togo. L'agriculture reste donc l'un des secteurs privilégiés pour le développement du pays. Ceci justifie sans aucun doute la prise d'initiative par les Togolais pour la mise en place de plusieurs fermes agricoles. Celle-ci est dénommée Compagnie agro-pastorale et industrielle du Togo, Capi Togo, spécialisée pour le moment dans l'agriculture et plus tard dans l'élevage et la transformation des produits agricoles. L'implantation des fermes de cette compagnie est salutaire pour les habitants de la préfecture d'Amou. Notre première idée, c'est d'avoir des ouvriers. Les Togolais qui migrent vers d'autres pays, des jeunes Togolais qui ont des potentialités de travail, mais qui n'en ont pas les moyens. On les a appelés et maintenant on les a pris en permanence. Ils sont 10 hommes et 5 femmes qui travaillent chez nous et ils sont payés par mois.
L'opportunité d'emploi que la compagnie nous a offert nous réjouit énormément. Beaucoup migrent vers le Ghana et le Niger à la recherche d'un emploi, mais rentrent bredouilles. Cette initiative est à féliciter. Nous leur disons merci. Capit Togo dispose en tout d'une superficie exploitable de 105 hectares. Déjà, 40 ont été consacrés à la culture du soja, 5 à celle des bananes plantains et 7 hectares à la culture du haricot. Et relativement à cette dernière, une nouvelle variété se prépare à être injectée sur le marché togolais. Cette variété est venue du Niger par M. Degbe Koko, le président de Capit Togo. Donc c'est lui qui a fait venir depuis Niger cette variété pour qu'on puisse l'expérimenter. Et nous voyons vraiment qu'elle est vraiment différente de tout ce que nous faisions comme culture d'haricots. Et nous prions beaucoup pour que ça puisse donner, pour que nous puissions vulgariser cette variété partout sur le territoire togolais. Malgré une main-d'œuvre abondante et qualifiée, certaines difficultés liées aux outils de travail persistent encore. Nous avons besoin de tracteurs pour pouvoir travailler, puisqu'on a plus que 105 hectares et la main d'œuvre seule ne peut pas nous aider à faire ce travail. Et en deuxième lieu maintenant, une canalisation d'eau, c'est-à-dire irriguer le domaine par des forages et maintenant par ces rivières que nous avons, puisque nous voulons travailler en plein temps. Nous envoyons nos doléances tout d'abord par notre très cher maire ou partenaire qui est le FAEJ. Et par le FAEJ, maintenant nous adressons nos doléances à MIFA, au PASA et autres. S'ils peuvent venir en aide à Capit Togo. Capit Togo a besoin d'aide pour pouvoir vraiment évoluer. Notons que cette compagnie agro-pastorale et industrielle est une initiative de 5 jeunes Togolais, dont 4 résidant aux États-Unis et 1 au Togo. Les activités de la compagnie ont démarré en avril dernier. Nous leur souhaitons plein succès. Universitaires et professionnels de différents domaines de recherche tiennent une rencontre d'échange sur des techniques et méthodes de recherche opérationnelle applicables à leur domaine d'intervention depuis jeudi au Bénin. C'est à l'occasion de la 2e édition de l'école Hortaza. Les détails dans cet élément. 2e édition de l'école des techniques et applications de la recherche opérationnelle pour l'Afrique, Hortaza. Cette rencontre scientifique internationale, initiée par le projet Centre d'excellence d'Afrique en sciences mathématiques, informatique et applications, hébergé par l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo, avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur du Bénin et de l'IFOS, a réuni une 50aine de participants venus du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Togo et du Bénin. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce vendredi 22 octobre 2021. Cette école appelée Hortaza présente les techniques et les applications de la recherche opérationnelle pour l'Afrique. Donc l'idée, c'est de comment utiliser les outils scientifiques pour modéliser donc des situations réelles et pour optimiser ces situations-là. Donc en fait, c'est des outils d'aide à la décision. Donc l'objectif de cette école était de regrouper les gens du monde académique et les professionnels aussi pour leur montrer donc les atouts, la portée donc des outils que nous avons et comment ça peut être utilisé pour améliorer ce qu'ils font aujourd'hui, améliorer la production. L'ingénierie financière, les télécommunications, les marchés émergents, la modélisation et l'optimisation des logistiques en temps de crise sont entre autres thématiques qui seront présentées par des experts, certains en présentiel et d'autres par visioconférence du fait de la pandémie de la COVID-19. And we had a very nice discussion. It was an interactive section. It was broken into different sections, and at the end of each of the section, we had a one-on-one interactive session that people can ask questions and give contribution. On a 5 pays présents cette année. À cause de la COVID, on n'a pas pu avoir 11 pays comme à la première édition.
Mais on a 6 conférenciers qui sont en ligne des États-Unis, de la France, du Canada. Avec tout cela, donc, on a quand même un agenda très intéressant pour les participants à l'école pour s'assurer qu'à la fin, ils puissent donc retenir des outils et des idées à développer après. Et cela permet aussi de renforcer la collaboration avec les pays donc, africains. Après avoir remercié toute l'équipe d'organisation et souhaité la bienvenue aux participants, le directeur de l'IMSP met l'accent sur les attentes à leur endroit à la fin de cette école. À la fin, les participants devraient être capables de comprendre les formulations des problèmes OR et d'application dans différents domaines, y compris l'optimisation de la forme. Comprendre l'optimisation des emballages pour les nanostores dans les marchés émergents. Comprendre l'adoption de la technologie, la microfinance et la disponibilité des produits dans les nanostores, modélisation et optimisation statistique avancée. Au nom de l'Institut de mathématiques et sciences physiques, je vous souhaite une très bonne école. Les participants se disent conscients de l'opportunité que représente cette école afin d'atteindre leurs objectifs. À la fin de cette école, j'aimerais être apte à identifier des problèmes, les modéliser, les juger et ensemble trouver des hypothèses et à la fin résoudre ces problèmes. Les résultats que je proposerai à ces problèmes-là pourront être expérimentés dans plusieurs autres pays afin de tester la faisabilité de mes solutions. My objective here, my aim. Mais en participant à cette école, mon objectif, c'est d'abord d'avoir les compétences nécessaires. Et lorsque je vais retourner chez moi au Nigeria, je vais essayer de regarder mon environnement, de voir les problèmes auxquels je fais face à mon environnement, parce qu'il faut que je commence d'abord chez moi avant d'évoluer graduellement. Et puis, de trouver des modèles, les modèles opérationnels que je pourrais mettre en exergue à partir des notions que j'ai apprises. L'Afrique est confrontée à beaucoup de problèmes complexes. Et il faut que les chercheurs comme nous se lèvent pour pouvoir agir et trouver solution à ces problèmes-là. Je suis très content de participer à cette école et je souhaite que la prochaine édition, d'autres domaines soient également abordés pour les années à venir afin de pouvoir faire grandir l'Afrique. Development to come to us and our continent. C'est parti donc pour une semaine pour relever les défis de cette deuxième édition de l'école Otassa. La Fédération togolaise de tir à l'arc dispose désormais d'une nouvelle instance dirigeante. À sa tête, Sylvestre Possobindo Alassi, la première femme à ce poste. Herman Adade, Pierre Nika et Cyril Lawson pour le compte-rendu. Elle s'appelle Sylvestre Alassi, nouvelle figure de la Fédération togolaise de tir à l'arc. Première femme à ce poste, elle a été élue ce samedi 16 octobre 2021 à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, ordinaire et élective tenue à Lomé. Avec ses 8 autres collaborateurs du comité exécutif, tous élus par l'AG ce jour, elle aura pour tâche principale de redonner vie au tir à l'arc togolais pour les 3 prochaines années, un sport longtemps resté sous éteignoir, soit au moins 14 ans de léthargie. Nos ambitions elles sont grandes. D'abord, faire du tir à l'arc un sport plus prisé, un sport connu du public et monter le drapeau du Togo à l'international surtout. Au-delà des mots, la nouvelle sociétaire de la présidence de la FTTA mise sur des actions concrètes. Et déjà, dans les tout prochains jours, un open du tir à l'arc pour vraiment montrer ce que c'est que le tir à l'arc et aussi amener plusieurs personnes à adhérer au tir à l'arc. Pour des raisons de mauvaise gestion de la fêtière dans les années précédentes, tous les travaux conduisant à cette assemblée générale des préparatifs jusqu'à sa tenue ont été supervisés par le ministère des Sports, le Comité national olympique du Togo et la direction des sports. Toujours en passeport, il faut noter que les éperviers dames du Togo sont allés dicter leur loi vendredi à leur homologue à 0. C'est dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2022. C'était tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes.